24. Bonsoir. Être un homme politique, c'est épouser une idéologie, faire partie d'une formation et agir selon la discipline interne de cette formation. Mais faire de Dieu le ferment idéologique de son action politique suscite curiosité et étonnement dans le marigot politique camerounais. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez certainement compris. Ce soir, à vous la parole, braque ses projecteurs sur le docteur Olivier Billet, homme politique, je l'ai précisé, enseignant et surtout serviteur de Dieu. Docteur Olivier Billet, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Mbarga. Bonsoir à l'ensemble de vos nombreux téléspectateurs. J'espère ne pas m'être trompé sur les casquettes que je vous attribue dès l'entame de cette émission. Écoutez, ce sont des casquettes tout à fait justes. C'est, je crois, le doigt qui est mis sur un certain nombre d'identifiants de l'acteur que je suis, en effet, homme politique, mais évidemment un homme politique qui fait beaucoup d'autres choses dans la vie, mais qui, en réalité, ne fait pas la politique de manière ordinaire, de manière classique, et qui a effectivement fait le choix de centrer son action politique dans une idéologie particulière qui s'appelle le foyisme politique. Docteur, nous allons y revenir. Voilà. Nous allons d'abord essayer de débuter par le début, si je peux me permettre cette expression. Alors, durant ces 1h52 d'échange, nous allons revenir sur le parcours qui est le vôtre, enquérir votre avis sur l'actualité de notre pays et surtout vous interroger sur les grandes thématiques qui interpellent bien sûr un leader de votre stature. Alors, mesdames, messieurs, pour mieux cerner et mieux définir notre invité, nous allons aller à la rencontre de l'homme qu'est le docteur Olivier Billet. Ceci au travers du portrait. Le portrait qui ce soir est une signature authentique de Francine Atiba. Olivier Anissé Billet, né le 16 avril 1967 à Doumé à l'Est, est un politologue et journaliste camerounais. Avec un parcours universitaire brillant et varié, il obtient son DUG en communication audiovisuelle à l'université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis en 1998 en France. Puis une maîtrise en sciences techniques audiovisuelles à l'université d'Aïs Marseille 1 en 1990. Toujours en France, il obtient un 2 en sciences de la communication à l'université de Panthéon-Sorbonne Paris 2 en 1992 et en 2009 un doctorat PhD en sciences de l'information et de la communication, cette fois au Cameroun à l'université de Yaoundé 2 Estique. Durant son cursus académique, Olivier Billet fait plusieurs stages professionnels à l'instar du stage à la NHK Communication Training Institute au Japon, celui de la production documentaire de création au CISTEF à Cotonou au Bénin et en 2007 le stage en stratégie de production et de gestion d'antenne TV à Bamako au Mali. Remarqué par ses pairs, il est primé en 1999 en obtenant le lauréat du Grand Prix du Festival Vue d'Afrique au Canada. Il obtient en outre un prix offert en Montréal pour le documentaire au Théâtre africain par TVC Afrique et TVC Monde. Côté professionnel, il débute en 1994 comme enseignant vacataire, puis permanent et coordonnateur du département de la télévision à l'Estique. De 1998 à 2014, il est documentariste politique à la Cameroun Radio Télévision et concepteur-réalisateur au Multimédia Centre. Et depuis 2004, il est enseignant au Centre de formation professionnelle de l'audiovisuel de la CRTV. Il est également membre fondateur de la société par action à responsabilité limitée Alternative Production et écrivain. En politique, il est président du bureau exécutif de l'Union pour la fraternité et la prospérité. Il est surnommé dans son parti le coach.
et il est également président général du mouvement pour l'émancipation et l'intégration monétaire en Afrique. Olivier Anissé-Billé parle le français, l'anglais et l'allemand et il n'est plus d'un cœur à prendre car marié à Cheta Billé et père de 2 enfants. Olivier Billé, à vous la parole. Merci à Francine Ateba pour cette fresque de la vie du docteur Olivier Billé. Alors docteur, c'est de vous dont on parle là. Écoutez, beaucoup d'informations visiblement. Il faut croire que Francine Ateba a fait un énorme travail d'investigation parce qu'elle ne semble avoir rien oublié. Elle est dans les détails les plus menus. Et je dois dire que tout cela m'a l'air tout à fait juste, tout à fait conforme en tous les cas. Docteur, nous allons revenir un tout petit peu sur vos débuts. Vous êtes né à Doumé en 1967, si je ne me trompe pas. Alors, comment est-ce que vous débutez dans la vie? Parlez-nous un peu de votre enfance et des faits marquants qui ont constitué cette enfance-là. Vous me renvoyez très loin, évidemment. Je me limiterai simplement à vous faire savoir que je suis en réalité né à Doumé, dans le département du Hognon, pendant des vacances. Parce qu'en réalité, mes parents étaient en service à la mission catholique de Ngaoundéré, dans la Damawa, où la plupart d'entre nous, en réalité, avons grandi, de mes aînés jusqu'au dernier, parce que je suis membre d'une fratrie de 7, et donc, voilà, nous sommes, pour l'essentiel, en fait, nous avons passé notre, je dirais, enfance, notre adolescence. En ce qui me concerne, j'y suis resté jusqu'à mon bac, en Ngaoundéré. Et donc, voyez-vous, Doumé, j'ai bien plutôt davantage connu Doumé dans les périodes de vacances, mais surtout ces dernières années, en réalité. Parce que l'essentiel du temps de ma vie au Cameroun, je dirais de la naissance jusqu'en terminale, je l'ai passé dans le Septentrion et en Ngaoundéré en particulier, où j'ai obtenu mon bac, avant d'obtenir une bourse qui m'a amené du côté de la France. Donc, je suis né, comme je l'ai dit, de parents qui étaient extrêmement exigeants, qui avaient qui nous avaient inoculé le culte de l'effort et qui véritablement nous avaient moulé dans, je dirais, cet idéal qui consiste à forger des hommes. Et pour forger des hommes de qualité, il faut les forger dans les valeurs. Et les valeurs, c'est qui fondamentalement, je crois que c'est Dieu. Et donc, c'est tout cela en réalité qui constitue ma trajectoire, hein, pour l'essentiel. Quelles sont ces valeurs cardinales que vos parents ont su vous imposer et qui font de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui? Écoutez, c'est des valeurs d'abord des valeurs de travail. Des valeurs de travail, des valeurs d'endurance, des valeurs de respect de l'autre, de tolérance aussi vis-à-vis de l'autre. N'oubliez pas que c'est quand même un contexte où à la mission catholique de Ngaoundéré et au collège de Masnod, s'il vous plaît, parce que je suis un ancien du collège de Masnod, 6e terminale, eh bien, les valeurs les plus essentielles dont j'ai hérité dans ces contextes-là, à la fois du côté de mes parents que du côté de tous mes enseignants dans ce milieu-là, c'est ces valeurs-là de tolérance où, voyez-vous, dans des établissements confessionnels, vous vous retrouvez avec des musulmans, avec des chrétiens de toutes les obédiences, etc. Et avec aussi beaucoup de jeunes qui sont issus je dirais, d'origine ethnique différente. Et donc, j'ai grandi dans ce contexte-là avec beaucoup de camarades kirdis qui venaient de l'extrême nord, parce que Monseigneur Yves Plumet, à l'époque, prenait en charge beaucoup de jeunes qui venaient de l'extrême nord et qui venaient continuer, en fait, leur cursus secondaire au collège de Masnod. Donc, j'ai connu de très très nombreux camarades, Massa, Toupouri, Mundang, Mafa, enfin bref, Fulbe bien évidemment aussi, hein, mais d'ethnies diverses. Il ne faut pas oublier qu'à tout cela, il faut ajouter une pléthore de gens qui venaient du sud aussi, voyez-vous. Et donc, dans ce contexte masnodien,
et même dans ce contexte de l'école primaire, nous avons été très vite moulés à l'idée que il faut être performant, il faut être honnête, il faut avoir le sens de l'effort. Et j'ai sans doute eu la chance d'être doué d'un brin d'intelligence qui m'a permis en réalité de pouvoir braver toutes les étapes. Mais je dois avouer que c'est davantage, je dirais, la grâce, hein, parce que il faut quand même signaler qu'à partir de la classe de 3e, mes parents qui quittent la ville d'Ngaoundéré pour se rendre à l'Est où ils sont allés continuer leur activité professionnelle, me laissent dans la ville. Donc j'ai continué ce cursus de la 3e en terminale dans une institution qui était dirigée par le père Atangana, Alexis, natif de Mbogatang Nambala ici, qui nous avait aussi extrêmement bien moulé dans le cadre du foyer de charité Sainte-Thérèse l'Enfant Jésus. C'est donc, voyez-vous, un cursus qui est très très plongé, hein, dans des univers chrétiens et dans des univers qui permettent à un homme d'être construit, même si évidemment, hein, cela n'empêchait pas que de temps en temps on puisse aussi s'amuser comme tous les autres enfants. Docteur, le portrait de Francine Ateba révèle que vous bénéficiez d'une bourse de l'État du Cameroun, je suppose. Oui, en effet. Oui, de l'État du Cameroun pour aller continuer vos études dans l'Hexagone. Alors, parlez-nous de cette expérience-là des jeunes Africains qui se retrouvaient comme ça à l'étranger, en France, en Angleterre, dans les études universitaires. C'était facile, c'était difficile. Comment vous étiez accueillis dans ces pays-là? Écoutez, nous partions, nous sommes partis relativement jeunes, 18-19 ans. Nous faisions généralement partie de promotions, de groupes d'étudiants qui se retrouvaient dans des villes comme cela. Alors, moi, j'arrive effectivement en France en 86. Et bon, j'ai la chance d'y avoir ma sœur aînée qui y est déjà. Elle est à Paris, elle m'accueille donc. Je me rends dans une petite ville qui s'appelle Valenciennes, où je commence en effet, dans le cadre de ce DUG-là, diplôme d'études universitaires générales en communication. Et oui, c'est une vie relativement tranquille, paisible. À l'époque, vous vous rendiez compte de la chance que vous aviez de partir de Doumé, qui est une bourgade à l'est. Beaucoup plus de Ngaoundéré, je dirais. Bon, Ngaoundéré, parce que je partais de Ngaoundéré, à vrai dire. C'est le Cameroun, oui. C'est une région. Tout à fait. Chef-lieu de région. Partir de Ngaoundéré pour vous trouver dans l'Hexagone et à représenter votre pays dans le cadre des études, vous vous rendiez compte de la chance que vous aviez d'être boursier de l'État du Cameroun à cette époque? Non, du tout, du tout. Je ne me rendais pas compte de cette chance, je dirais même de cette grâce, parce que, vous savez, moi, je vous l'ai dit, hein, mes parents, c'est des gens extrêmement modestes. Ils ont des revenus hyper modestes, donc mes parents n'auraient, même dans mes rêves les plus fous, hein, ils n'auraient jamais pu me payer des études à l'étranger. Et donc, heureusement qu'à cette époque, l'État du Cameroun se porte encore relativement bien sur le plan financier. Et donc, l'État du Cameroun a chaque année un énorme programme de bourse qui permet effectivement aux étudiants les plus méritants. Il faut rappeler que bon, j'ai cette chance d'avoir un bac avec une mention assez bien, qui me donne évidemment cette opportunité-là. Et donc je ne me rends véritablement pas compte de cette chance parce que effectivement, moi j'étais en train de m'inscrire déjà à l'université de Yaoundé après le bac. Oui, je m'inscrivais en sciences économiques à l'époque. Je voulais faire des études de sciences économiques. Et donc, c'est une camarade de première qui me dit, mais attends, mais j'ai vu ton nom quelque part. Ah bon? Où est-ce que tu as vu mon nom? Elle me dit, sur une liste d'admis à des bourses étrangères. Ah bon? Ben, c'est où? Non, enfin oui, j'avais quand même déposé un dossier, en effet, mais je vous assure que je n'y croyais pas beaucoup. On dépose des dossiers comme ça aussi, et puis on se dit... Et puis si cette camarade d'ailleurs ne m'avait pas informé, je ne sais pas si... Vous savez, à cette époque, il n'y a pas Internet, il y a le téléphone, à la limite, on n'a pas le téléphone à la maison, quoi. C'est pas évident de contacter des gens. Donc c'est vraiment une grâce. J'ai l'impression que le Seigneur avait tracé ce chemin-là, comme ça. Et je suis allé, j'ai eu la confirmation que cette bourse était effective. Et c'est ainsi que... Alors,
vous me posez la question, est-ce que c'était, comment ça se passait? Oui, c'était plutôt une vie paisible et peinarde même, je dirais, parce que vous aviez à l'époque une bourse, une allocation financière. En fait, la question ici est celle de savoir comment est-ce que vous avez été accueillis dans ces bourgades françaises. Parce qu'une triste actualité que certainement vous connaissez nous fait écho d'actes racistes ici et là, en France, aux États-Unis. Comment est-ce que vous, qui veniez d'Afrique à l'époque, avez été accueillis par ces communautés-là dans le cadre de vos études universitaires? Est-ce que vous avez tout de suite été intégré? Est-ce que vous avez senti une forme de doute? Est-ce que le rejet par-ci? Comment avez-vous été accueillis dans ces milieux universitaires espigantés et surtout dans ces villes, dans la ville de Valenciennes que vous avez fréquentée? Non, dans la ville de Valenciennes, à vrai dire, je dois reconnaître que les choses se passaient relativement bien. À cette époque-là, bon, c'est vrai que nous qui étions très actifs dans les milieux sportifs, parce que moi-même j'étais très sportif à l'époque, football, basketball, tennis, etc. On participait même à des compétitions dans le cadre de clubs locaux. Ça fait qu'il y a une intégration plutôt correcte qui s'était passée. Bon, au niveau de l'université, c'est vrai qu'il y a eu une période un peu difficile où à certains moments on a pu sentir certains réflexes un peu identitaires vis-à-vis de certains de nos... Peut-être parce que nous aussi, on était aussi dans l'identitaire, puisque on était un groupe d'étudiants et parfois on se retrouvait entre nous, quoi, véritablement. Donc cela pouvait avoir pour conséquence de heurter, n'est-ce pas, peut-être nos camarades français qui auraient pu avoir l'impression que mais ces gens-là, ils sont toujours un peu en communauté. Vous savez, le communautarisme, c'est un gros problème. Mais d'une manière générale, quand même, je ne me souviens pas d'actes racistes visibles. Je me souviens d'un séjour tout à fait tranquille. Du côté de Marseille, où je suis allé 2 années après, 88-90, après 86-88, il y a eu 88-90 à Marseille. Là aussi, le tempérament beaucoup plus chaud des Marseillais nous a permis d'expérimenter, si vous voulez, une culture plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus chaleureuse, sans doute, que celle du Nord, où les gens sont plus, sans doute à cause du climat, plus froid, etc. Mais, très honnêtement, ça a toujours été des moments tout à fait corrects. Nous savions ce que nous faisions. Je crois que les autres en face aussi savaient ce qu'ils avaient à faire. Et je ne peux pas signaler d'actes de racisme ou d'actes de rejet de l'autre particulier pendant toutes ces années-là. Évidemment, il y a eu le séjour parisien aussi, à l'Université de Paris 2, Panthéon, Sorbonne, qui a été signalé, bien sûr, par notre excellente chroniqueuse Francine Ateba. Et là-bas, j'ai envie de dire que ça a été... Non, vraiment, je crois que le type d'événement auquel vous faites allusion, qu'on a vu du côté des États-Unis, il est pas toujours évident de les vivre en France. Pourquoi? Parce que, disons, le racisme européen est beaucoup plus sournois. Il est plus caché. Il est moins violent. Les Américains par nature, c'est des gens expansifs qui extériorisent leur violence et leur brutalité. Et c'est ça qui est à l'origine de tout ce qu'on a pu voir récemment, mais également dans les années précédentes, parce que ça n'est pas du tout nouveau dans cette société-là. Docteur, vous, les études terminées, vous décidez de rentrer au Cameroun. Vous n'avez pas eu de sollicitation à la fin? Il n'y a pas eu une offre vous invitant à peut-être rejoindre un groupe de communication au niveau de l'Hexagone? Vous décidez tout de go de rentrer au Cameroun? C'était défini, les études terminées, vous rentrez au Cameroun, ou bien vous avez un moment hésité? Bon, disons que, vous savez, pour nous qui sommes partis avec des bourses d'État, on avait quand même, si vous voulez, toujours une sorte d'idée selon laquelle il fallait qu'on se rende utile au pays.
Et c'est différent lorsque vous êtes envoyé là-bas par vos parents et que parfois il faille rentabiliser l'investissement qui a été fait. Donc dans mon cas, j'ai estimé à un moment donné que au fond, la France était une société repue, une société qui avait atteint, j'ai envie de dire, un niveau d'accomplissement suffisamment élevé pour que je lui sois de quelque utilité. Et donc, véritablement, je n'ai pas été dans la... Vraiment, je n'ai jamais été dans la logique de véritablement... peut-être à une période quand même, oui, chercher du travail véritablement et de m'y insérer. Les quelques tentatives que j'ai pu faire, une à deux, finalement, m'ont amené à constater que mon destin, ce n'était pas là-bas, et que mon destin, c'est au Cameroun, hein, qu'il devait se réaliser. Et j'ai eu effectivement le temps d'analyser cette question profondément. Quand j'ai dit à ma sœur, Edith, qui était aussi à Paris à l'époque avec moi, que, écoute, j'ai l'impression que le pays a besoin de moi, j'ai senti comme un appel véritable, si vous voulez. Et donc, moi qui avais déjà un fort intérêt pour la question politique, et qui voyais comment les politiques en France construisent leur pays, je me suis dit, mais tant qu'à faire, je suis rentré au Cameroun un certain nombre de fois pour des vacances. J'ai pu voir à quel point la différence entre le niveau de développement là-bas et celui d'ici chez nous était... à quel point cette différence pouvait être abyssale. Et donc j'ai eu le désir véritablement, pour moi qui était intéressé par la question politique, de venir faire de la politique pour en réalité faire progresser mon pays et le conduire sans doute vers des horizons plus intéressants. De retour chez vous au Cameroun, vous commencez votre carrière professionnelle à la CRTV. Comment ça se fait? De retour, vous êtes directement conduit à la CRTV. Comment vous êtes intégré dans cette grosse boîte? Écoutez, ça n'a pas été tout de suite quand même, hein. Ça n'a pas été directement comme cela, parce que je suis rentré, j'ai d'abord bourlingué, j'ai d'abord travaillé dans le cadre d'une petite maison de production audiovisuelle qui s'appelle Multimédia Centre, en Volier, qui dépendait de la conférence épiscopale. Hélas, cette maison a fermé. J'ai eu l'occasion de me faire la main en tant que documentariste là-bas pendant quelques temps. C'est en 98 seulement que la CRTV me fait appel et j'y démarre donc cette carrière qui se poursuit jusqu'aujourd'hui, à vrai dire, puisque je reste enseignant à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV. Et donc, en parallèle avec mes activités d'enseignant permanent à l'ESTIC, j'ai également ces activités au sein de la CRTV. À vous poser, comment sentez-vous l'envie d'être enseignant? C'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas inné. Comment sentez-vous l'envie de transmettre votre expertise? Mais j'aime beaucoup l'enseignement. J'aime beaucoup l'enseignement. D'abord, je suis fils d'enseignant. Père, mère, mes deux parents étaient tous d'excellents enseignants. Donc dans la continuité de vos parents? Oui, c'est-à-dire que je ne sais pas, c'est peut-être dans les gènes. J'ai eu un frère aîné qui est hélas parti en 2018, qui lui-même aussi a été enseignant. Et la dispensation du savoir, le fait de transmettre des connaissances à des générations, disons, qui nous suivent, c'est pour moi quelque chose d'absolument essentiel. L'éducation est capitale pour des pays comme les nôtres. Et donc, j'ai beaucoup de bonheur à exercer dans le domaine de l'enseignement, d'autant plus que j'ai engrangé, je pense, un grand nombre de connaissances dans mon champ disciplinaire de base, qui est celui des sciences de la communication, et dans la sous-spécialité de la télévision en particulier. J'ai engrangé un volume de connaissances qui, je crois, mérite que les autres générations en profitent. Docteur, voilà. Est-ce que vous estimez que la qualité de l'enseignement
aujourd'hui est abaissé? Ou alors vous estimez que non, le niveau est resté pratiquement similaire à votre époque? Certes, le niveau a considérablement baissé. Les apprenants d'aujourd'hui sont évidemment desservis par le fait d'un système éducatif qui globalement s'est détérioré et qui continue à se détériorer chaque jour. Ceci dû à quoi? Qu'est-ce qui cause cette détérioration du système éducatif? Bah écoutez, mon sentiment sur la question, c'est, je dirais au moins deux causes. La première étant d'abord le contexte nouveau, qui est un contexte lié à, je dirais, la société de l'information, avec l'avènement des TIC. La lecture a beaucoup reculé. Vous savez que la base de l'éducation, c'est la lecture. Lorsque vous êtes dans une société où les jeunes enfants ne lisent plus beaucoup, il est certain que les fondamentaux, hein, le cadastre, les fondations sur lesquelles les connaissances doivent être adossées, évidemment, sont considérablement affaiblies, n'est-ce pas? Donc, la modernité et même la post-modernité dans laquelle nous sommes quelque part engagés, eh bien, fait en sorte qu'il y ait une plus grande culture de la paresse. La quête du savoir et des connaissances qui nous caractérisait, qui caractérisait les générations antérieures, n'existe plus véritablement. La deuxième chose, c'est que j'ai le sentiment que le système éducatif semble de plus en plus inadapté à la société d'aujourd'hui. Nous avons un système éducatif qui est demeuré extrêmement généraliste, alors que la société se professionnalise, devrait davantage s'acheminer vers la professionnalisation. Et nous constatons que même des structures qui se veulent professionnelles se le veulent de non, en réalité. Elles ne bénéficient pas souvent de l'infrastructure technique nécessaire pour donner des connaissances à la hauteur aux apprenants. Comprenez, manque de laboratoire, manque de structure technique, manque de ceci, manque de cela. C'est un gros problème. Le troisième argument, c'est que beaucoup de gens la plupart des acteurs ne vont plus à l'enseignement par vocation. On va à l'enseignement parfois parce qu'on veut juste avoir une place au soleil et un emploi, un revenu, et ça n'est pas véritablement quelque chose à quoi on s'était destiné. Et donc, quand vous ajoutez à cela le fait que le traitement des enseignants, d'une manière générale, n'est pas au niveau de ce que l'on souhaiterait véritablement, vous pouvez imaginer que c'est un ensemble de facteurs qui, finalement, font que le système éducatif a vraiment du plomb dans l'aile. Merci docteur. Nous allons procéder à la première halte de cette édition d'À vous la parole. Nous accueillons sur notre plateau notre collègue Nadège Yougueng pour la rubrique Les questions des internautes. Bonsoir Nadège. Bonsoir Stéphane. Comment tu vas? Ça va, ça va. Alors je te laisse en compagnie du docteur Olivier Billet. C'est un homme politique, enseignant et surtout un serviteur de Dieu. Bonsoir Président. Bonsoir à vous Nadège Yougueng. Bienvenue chez vous. Écoutez, merci à vous. Ça a été votre soirée? Écoutez, globalement, oui, on peut dire ça. Et le retour du troisième trimestre avec les étudiants, comment était déjà l'ambiance? Ça s'est bien passé? Écoutez, c'est encore assez timide. Hein. Les étudiants sont heureusement très, très engagés, très motivés, très présents d'ailleurs. J'ai l'impression que le confinement les a amenés à réaliser à quel point l'école était importante. Et j'ai le sentiment qu'ils en veulent vraiment. Et donc, nous avons repris sereinement et les cours se poursuivent. Une fois de plus, bienvenue. Merci. Alors, vous allez vous prêter au jeu de questions fermées des internautes. Vous allez répondre par oui ou non. Ah. Et puis la dernière question, elle est ouverte. Vous allez vous étendre sur la dernière question. D'accord, vous me dites quand je peux m'étendre. D'accord, c'est bon, on peut y aller? On peut y aller, oui. Candidat à la présidentielle en 2011, vous sentez-vous comme candidat malheureux depuis toutes ces dernières années? Absolument pas. Pour revenir à l'éducation, le diplôme au Cameroun a-t-il encore de la valeur de nos jours? Oui, quand même.
Étant originaire de Domé, êtes-vous en contact avec la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, ou son entourage? Pas du tout, non. Au vu de la propension et du nombre de décès liés au Covid-19, pourrait-on penser que ce phénomène est un châtiment divin? Là, c'est oui ou par non aussi? Bien sûr. Ou alors... Bah écoutez, je pense qu'il y a... il y a certainement une part d'action divine, parce que ça c'est une question difficile, hein, à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Quelque chose de cette nature ne peut pas se passer sur le plan planétaire si Dieu ne le permet pas. Donc sans doute il a permis, et il est certain que tel que le monde se comporte aussi ces dernières années, il est tout à fait opportun de penser que Dieu n'est pas très content des hommes. D'accord. Le président de la République, Paul Biya, peut-il encore apporter quelque chose au Cameroun? Non. Croyez-vous que votre parti politique, l'Union pour la fraternité et la prospérité, dirigera le Cameroun dans les très prochaines années? Certainement oui. D'accord. Révérend, vos fidèles font-ils partie de vos militants? Pardon? Vos fidèles font-ils partie de vos militants? D'abord, j'ai pas de fidèles. Je suis un croyant, comme beaucoup d'autres, qui participent dans une assemblée à... comment on va dire ça, à la célébration de Dieu. Bien entendu, j'ai des... Comment je pourrais le dire, d'autres fidèles qui sont avec moi, engagés dans la foi, en effet, sont militants de l'UFP aussi. D'accord. Le Cameroun et la région CEMAC sortiront-ils au jour du jour monétaire du franc? Certainement oui. Envisagez-vous être candidat aux prochaines élections? Certainement oui. Et puis pour sortir avec cette question ouverte, y a-t-il une opposition politique véritable au Cameroun? Ça c'est la question ouverte. Tout à Hein? fait. Waouh. Y a-t-il une opposition Politique véritable. politique véritable? Ce que je sais, c'est qu'il existe en effet au Cameroun des acteurs qui se battent, chacun dans son champ. Chacun dans son champ. Chacun développant ses approches, ses thèses, ses théories, ses manières de faire pour que le Cameroun connaisse un autre destin. Incontestablement, cela existe bel et bien. Si c'est ça qu'on appelle opposition, sans doute oui, mais moi je suis de ceux qui ne célèbrent pas ce concept, cette notion d'opposition. Parce que le mot opposition pour moi a une connotation assez péjorative. Je n'aime pas cette qualification d'opposant au Cameroun d'ailleurs, qui a fini par... dont certains se servent pour tourner en dérision ceux qui essayent d'apporter une dynamique nouvelle, un autre regard au Cameroun. Vous comprenez? Donc je préfère que l'on parle souvent de proposition. Je suis convaincu en effet qu'il existe au Cameroun des propositions politiques alternatives qui sont d'ailleurs de nature à permettre à ce pays de connaître des horizons beaucoup plus enthousiasmants. Merci, professeur. Merci à vous. Bonne suite du programme. Merci à vous, Nadège Huguin, pour vos questions parfois piquantes, difficiles. C'est les internautes, hein? Ah oui. Ce sont des questions liées aux internautes. C'est eux qui posent les questions au travers de la voix très jolie de Nadège Huguin. Ah ben... Je suis sûr qu'ils en auront encore, sans doute. L'émission étant interactive, docteur. Oui. Alors, merci Nadège. Merci pour, encore une fois, votre disponibilité à cette émission. Merci à vous. Alors, docteur, nous, on va continuer nos échanges. Alors, pour essayer de rebondir avec les thématiques évoquées par Nadège, on parle beaucoup de vous en tant qu'homme de Dieu, un homme qui essaye de mettre Dieu dans la question politique au Cameroun. Alors, c'est un concept un peu paradoxal, vu les mœurs de la politique au Cameroun.
commençons d'abord par définir le concept qui est le vôtre. Vous êtes fait connaître avec cette thématique du foyisme. Qu'est-ce que le foyisme, docteur Billy? Ben, écoutez, le foyisme est une notion qui a pour radical foi et pour suffixe isme. À l'instar de l'écologisme, qui met l'écologie en son centre, du communisme qui met la communauté en son centre, ou du socialisme qui met le social en son centre, eh bien le foyisme est une doctrine politique qui est une philosophie politique qui met les principes divins au centre, n'est-ce pas, de sa conception. C'est-à-dire que il s'agit simplement de se dire que, au fond, dans un environnement, dans un univers qui est abondamment travaillé par toutes les logiques de pollution morale, de corruption, de dynamique déviante de toute nature, que je ne vais pas citer de manière exhaustive ici, chaque Camerounais sait à quel point est-ce que ce pays souffre de corruption. Chaque Camerounais sait à quel point est-ce que ce pays souffre de logique des ténèbres. Hein? Chaque Camerounais sait à quel point est-ce que, comment on va dire cela, le système de ce que mon ami Charles Atebaye avait appelé le magico-occulte est établi dans le pays et travaille malheureusement à tirer le pays vers le bas, travaille à installer des ténèbres dans l'environnement du pays. Eh bien, fort de cet ensemble de constats, fort de ce diagnostic extrêmement lourd, eh bien, j'ai eu l'inspiration de proposer cette orientation politique nouvelle qui s'inspire d'ailleurs, parce qu'en réalité, certains pourraient penser que j'ai absolument créé quelque chose d'absolument nouveau et qui n'a jamais existé ailleurs. Il faut simplement rappeler qu'à partir de la fin du 19e siècle, est apparu en Europe, en particulier, un nouveau courant de pensée politique qu'on appelle la démocratie chrétienne. Et que le parti d'Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, qui s'appelle la CDU, dont le parti chrétien-démocrate allemand, est un parti de la tradition, de la famille, de la filiation idéologique chrétienne-démocrate. Et que la plupart des pays européens aujourd'hui, dont beaucoup sont déchristianisés, hélas, la plupart de ces pays gardent encore souvent des formations politiques de cette orientation et de cette obédience-là. Et que même en France, vous trouvez avec Christine Boutin et Jean-Frédéric Poisson, le Parti démocrate chrétien français. Voilà un tout petit peu, si vous voulez, comment situer, n'est-ce pas, le cadrage idéologique et philosophique de ce courant de pensée que j'appelle le foyisme politique. Docteur, en tant qu'homme politique, avez-vous l'impression que les Camerounais aient réellement compris l'idéologie qui est la vôtre, ou est-ce que vous avez vraiment trouvé votre cible avec votre concept de foyisme? Avez-vous l'impression que les Camerounais adhèrent ou comprennent même la proposition qui est la vôtre? Oui, je crois que de plus en plus, ou tout au moins, les Camerounais depuis le début, beaucoup ont compris l'approche nouvelle, l'approche idéologique nouvelle que j'apportais, que je mettais sur le marché des idées politiques au Cameroun. Mais le gros problème qu'on a au Cameroun, pour ne rien vous cacher, c'est qu'au fond, lorsque le Cameroun repart au multipartisme au début des années 90, eh bien, la socialisation politique des Camerounais, d'une manière générale, à partir de cette période-là, eh bien, ne se fait pas sur la base de l'éducation politique des Camerounais, ne se fait pas sur la base de ce que l'on connaît dans les grandes démocraties. En réalité, la politique chez nous, malheureusement dans la plupart de nos langues, ne me fait pas la politique, que ce soit en Maka chez moi, en Kirdi, enfin en Massa, en Fulfulde, en Ewondo, en Douala. Ne me fait pas la politique, ça ne me trompe pas. Ça ne me roule pas dans la farine. Ça ne me raconte pas des histoires. Donc vous comprenez que dans un contexte où précisément la notion de politique a été dévoyée, où il n'y a pas eu une éducation à la démocratie et à la politique,
pour expliquer aux gens que, écoutez, le nouveau paradigme dans lequel nous nous installons là suppose ceci, suppose cela. Suppose que les gens adhèrent à des formations politiques par conviction idéologique. Parce que les opinions qui sont développées et présentées par tel ou tel parti correspondent à vos attentes. On a dit aux gens, ok, s'il y a un leader de chez vous, mettez-vous derrière lui. Et puis, vous voyez à quel point est-ce que le tribalisme s'est installé. Et ce tribalisme finit par nous rattraper aujourd'hui parce que, il faut le dire, à la fois les promoteurs français de la démocratisation en Afrique, à la fois nos dirigeants à nous-mêmes dans nos pays, au Cameroun en particulier, n'ont pas su organiser les choses de manière à ce que, voyez-vous, les entrepreneurs politiques et les citoyens comprennent que pour faire de la politique correctement, il faut la faire dans des cadres idéologiques, dans des courants de pensée. Docteur, voilà. Votre approche, elle est tout à fait nouvelle, elle est novatrice même si on peut le dire. Mais pourquoi tarde-t-elle à trouver une réponse au niveau des urnes? Vous développez des paradigmes tout à fait louables. Vous admettez la rigueur, la moralisation, l'homme au Non, non, c'est pas mes concepts, ça. Non, en fait, en fait, pour dire ceci, vous avez la foi, l'intégrité, hein, la liberté, voilà. À vous, docteur. Mais pourquoi tarde-t-il à trouver du succès dans les urnes? Écoutez, les idées nouvelles ne s'implémentent pas toujours du jour au lendemain. Elles ne sont plus si nouvelles que ça, docteur. Vous avez été candidat en 2011. Oui, mais attendez, il n'y a pas des élections tous les jours. Vous avez participé à moult élections, que ce soit au niveau des présidentielles, des législatives. Vous étiez présent. Oui, écoutez, les espoirs suscités en 2011, bien sûr. Nous avons l'impression, nous, observateurs, que ces espoirs tendent Non, en 2011, c'était totalement nouveau. Je vous prends un exemple. M. Mbarga, un exemple clair qui vous édifiera peut-être. Les chrétiens démocrates apparaissent en Europe à la fin du 19e siècle. Et ils n'arrivent au pouvoir. Ils ne prennent le pouvoir dans les États européens qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les années après 1945. Vous voyez qu'il a bien fallu une quarantaine d'années. Je ne souhaite pas qu'il y ait une quarantaine d'années qui passent avant que nous y arrivions. Non, mais j'ai envie de vous dire qu'au fond, ce qui se passe au Cameroun, c'est que sans doute les idées ont besoin de davantage de temps pour se propager, mais aussi que, au fond, l'environnement politique camerounais est très hostile. Il n'est pas très propice à la diffusion ou à l'appropriation d'idées neuves. Parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, les Camerounais, pour la plupart, ont été socialisés de très mauvaise manière à la politique. On leur a dit que la politique, c'est le maquereau, c'est le riz, c'est le poisson, c'est l'enveloppe qu'on vient vous donner pendant une élection. On ne leur a pas dit que la politique, c'est d'abord les propositions concrètes et convaincantes que des acteurs viennent vous présenter pour que votre vie, que votre destin change véritablement. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Cameroun est ce qu'il est. Nous sommes obligés de prendre acte de ce qu'il est. Je précise d'ailleurs quelque chose qui me paraît essentiel, parce que votre question ne peut pas passer comme cela. Je veux dire, la question que vous me posez, je ne peux pas la laisser passer comme ça. Comment on va dire ça? La socialisation politique des Camerounais, telle qu'elle a été accomplie par le parti dominant, qui est le parti RDPC, pour l'essentiel, n'oubliez pas que c'est lui qui dit qu'il est dans la plupart toutes les circonscriptions, dans toutes les communes du Cameroun. Oui, il y est en effet. Mais comment est-ce que ce parti dominant a socialisé les Camerounais? Comment est-ce qu'il les a éduqués en matière politique? Il les a éduqués essentiellement en leur imposant un système que j'appelle le système du parti-État, qui est en réalité, si vous voulez, une sorte de survivance du parti unique, en réalité, qui représente quelque chose qui ne devrait pas exister, qui ne devait plus exister après 1990. Et je termine là-dessus, peut-être pour dire que, je chute si vous le permettez, pour dire que, dans un contexte où vous avez donc un parti-État qui s'approprie toutes les ressources de l'État, ressources financières, ressources humaines,
ressources matérielles, etc., et qui organise en fait un semblant démocratique, vous êtes obligé de constater que dans un environnement comme celui-là, eh bien, c'est bien ces ressources de l'État qui servent dans les 366 communes du Cameroun pour orchestrer un système politique qui en réalité est un système de corruption du citoyen de manière tout à fait massive. Et c'est très difficile de faire de la politique dans un contexte comme celui-là. L'observateur politique que modestement je suis peut présenter d'autres exemples, docteur. Nous avons de nouveaux partis qui arrivent sur la scène et qui, bon gré mal gré, parviennent à glaner ici et là quelques victoires. Alors que vous, qui êtes là à mastodonte depuis un moment, vous peinez à trouver votre voie. Est-ce que ce n'est pas le concept du foyisme qui pose problème? Est-ce que ce n'est pas ce mélange que vous voulez imposer, pas imposer, que vous présentez aux Camerounais qui leur fait un peu peur? Ne va-t-on pas basculer dans la théocratie si vous arrivez aux affaires? Non, pas du tout, pas du tout. Nous parlons plutôt de la différence? Nous parlons de théocentrisme. Ne confondez pas théocentrisme et théocratie. La théocratie, les théocraties ont existé jusqu'à, on va dire jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. Et la seule théocratie, la dernière qui existe dans le monde aujourd'hui, c'est l'Iran. L'Arabie Saoudite? Non, non, non. L'Iran. L'Iran. L'Arabie Saoudite est une... comment on va dire ça? C'est vrai que c'est une monarchie, mais c'est une monarchie quand même qui est presque constitutionnelle, dans le sens où il y a un gouvernement qui n'est pas piloté, qui n'est pas dominé par un ayatollah, comme en Iran. Vous comprenez? Donc nous sommes pour ce que nous appelons la démocratie théiste ou foyisme politique. C'est un modèle tout à fait novateur. Mais dites-vous aussi une chose, c'est que les choses qui sont... lorsque les gens ont été habitués à vivre dans les ténèbres pendant longtemps, mais quand vous leur apportez la lumière, c'est pas évident aussi de s'y adapter. Vous parlez de foyisme, c'est un terme qui a une forte connotation chrétienne, si je peux me permettre. Mais est-ce que vous pensez que le musulman... Pourquoi chrétienne? Vous croyez que le musulman ne croit pas? C'est la question que j'allais justement vous poser. Est-ce que nous sommes un État laïque? Quand on parle de foi, c'est difficile. On y accorde rarement la foi musulmane. On dit non. Est-ce que vous ne pensez pas que ce foyisme, ces termes-là, est un frein à l'expansion? Non, pas du tout, pas du tout, non, du tout. Du tout, d'ailleurs, les musulmans que je rencontre au quotidien, c'est des gens qui sont très, très admiratifs de ce que je préconise. Oui, comme vous le savez, nos frères musulmans, c'est des gens qui... moi, je respecte la foi de tout le monde, hein. Oui. Je respecte la foi de tout le monde. Je pense même d'ailleurs que dans nos conceptions, je dirais ancestrales, Dieu existe bel et bien. Oui. Et donc, je respecte moi, tous les acteurs qui, au fond, sont d'accord, convergent sur l'idée que ce monde n'est pas le produit du Big Bang, du hasard, et qu'il existe bel et bien un Dieu qui est au contrôle de l'essentiel, parce que une telle horloge, pour parler comme Pascal, ne peut pas exister sans qu'il y ait un horloger. Eh bien, je pense que tous ces acteurs-là sont dans la foi et sont ce qu'on appelle des croyants. On parle de croyants, c'est pour ça que nous parlons de croyants. Et la notion de croyant embrassant une perspective beaucoup plus large. Donc, en tant qu'homme politique, à quel niveau situez-vous la barrière entre l'Église, peut-être la foi, et l'État? Le principe constitutionnel de la séparation de l'Église et de l'État est un principe auquel nous adhérons de manière absolue à l'UFP. C'est un principe qui proclame que la société ne doit plus fonctionner comme elle a existé. Elle a fonctionné jusqu'au XVIIIe siècle européen, par exemple, où on avait, comment on va dire cela, les papes, les cardinaux, les évêques, les ecclésiastiques d'une manière générale, qui gouvernaient en lien, en symbiose avec les rois, et qui orchestraient un système de gouvernance qui, dans le cas de ce qu'on a appelé les monarchies absolues, était une gouvernance parfois assez arbitraire et qui n'était pas de nature à favoriser l'émancipation des hommes. Voyez-vous, la liberté des hommes, la libération de l'homme. Donc, nous sommes pour un autre modèle, pour lequel nous disons que il faut plus
on ne devrait plus instaurer de système où ecclésiastiques et rois gouvernent ensemble, mais que les institutions, parce que l'Église en soi, ce qu'on appelle l'Église, ça c'est un concept qui est beaucoup plus chrétien, mais en tout cas les organisations religieuses doivent pouvoir exister en, je dirais, en totale séparation d'avec les organisations étatiques. Ça veut dire que le gouvernement gouverne, même si ce gouvernement peut s'inspirer des valeurs et des principes. Vous estimez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Oh, j'ai le sentiment qu'on en est bien loin, à l'évidence. Parce que où sont les principes de Dieu dans la gouvernance d'aujourd'hui? Il n'existe nulle part. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, pour l'essentiel, le pays est noyé dans la corruption et dans des pratiques magico-occultes. Essayons de nous projeter, docteur. Vous, en situation de pouvoir, quel serait votre modèle de société en situation de pouvoir? Docteur Olivier Billet, président, quelles seraient les premières réformes peut-être que vous entreprendriez dans ce sens-là? Écoutez, le modèle de société que nous instaurerions sur le plan, j'imagine que vous voulez aborder le volet justement des valeurs, si j'ai bien compris. Les valeurs, oui. N'est-ce pas? Eh bien, c'est une société véritablement où, d'abord du point de vue de la proclamation, parce que comme vous le savez, au commencement était la parole. Il faut d'abord proclamer. Nous proclamerions une société au sein de laquelle c'est les valeurs et les principes de Dieu qui seraient, je dirais, en situation de prédominance. Ça ne veut pas dire qu'on serait dans une société organisée par une religion ou bien par une église, non, pas du tout. Et ces valeurs, c'est quoi, en réalité? C'est tout simplement de se dire que on doit pouvoir construire une société au sein de laquelle le dirigeant est un serviteur. Le ministre, qui est ministre membre du gouvernement, est davantage là pour servir plutôt que de se servir. Ça, ce sont des éléments de fondation fondamentaux qui vous transforment mécaniquement une société. Lorsque vous avez un chef d'État qui impulse une dynamique comme celui-là et qui, évidemment, je ne vais pas dire l'impose, ou tout au moins la structure est fait en sorte que l'ensemble des membres du gouvernement, l'ensemble des dirigeants de l'État, entreprises publiques, entreprises parapubliques, tous les secteurs de la vie publique du pays et même de la vie privée, lorsqu'on y a un modèle de gestion où celui qui gère en réalité se comporte comme un serviteur, qui est là non pas pour piller, mais pour faire en sorte que la société prospère, qui est là pour gérer la société dans une sobriété considérable. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous avez commencé à installer l'essentiel. Parce que la question, le problème qui se pose au Cameroun, et sur lequel nous pérorons à longueur de journée, c'est tout simplement qu'on a aujourd'hui un système de dirigeants qui sont davantage des personnes qui se comportent comme des prédateurs, qui sont là pour s'engraisser et qui s'asseyent sur la manne budgétaire de l'État pour eux-mêmes et non pas pour faire progresser la société. Voilà, si vous voulez, la transformation essentielle qui sera la nôtre. Bien évidemment, pour le faire, il ne suffit pas simplement de dire qu'on va gérer, on va opérer une qualité, on va avoir une qualité extrême dans la dépense publique, mais il faut également dire qu'il faut un gouvernement, en tout cas mon gouvernement sera un gouvernement qui sera un gouvernement de création des richesses, de création de très nombreux emplois, parce que nous saurons aussi mettre à profit un certain nombre de leviers essentiels, et notamment le levier monétaire sur lequel, je l'espère, nous reviendrons tout à l'heure. Docteur, nous avons passé pratiquement 20 minutes, 25 minutes à développer votre concept, votre modèle de société qui s'articule autour du foyisme. Êtes-vous sûr et certain que le paysan Ngel Mundouka qui nous suit peut se reconnaître dans ce modèle? Mais le modèle, puisque vous me permettez d'y revenir, n'est-il pas trop intellectuel? Il n'est pas...
comment se reconnaît-il? Comment se déploie-t-il au quotidien? Comment se perçoit-il? Non, mais le paysan d'Ongel Menduka a d'abord besoin de savoir que celui qui le dirige au niveau de Yaoundé, celui qui gère le budget central au niveau de Yaoundé, le gère dans un sens qui permet que lui qui est là-bas reçoive quelque chose. Ou qu'il sente qu'il fait partie du même pays. C'est pour ça que j'insistais sur la question de l'intégrité des dirigeants, et notamment des dirigeants principaux qui sont ceux qui pilotent le gouvernement. Ça, c'est la première chose. N'est-ce pas l'excuse facile? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le dirigeant de Ngel Menduka peut aussi être intéressé par l'idée selon laquelle, dans le foyisme, nous voulons orchestrer une gouvernance qui sera une gouvernance de création massive de richesses, et que dans notre programme, il y a une dimension importante qui est consacrée à la mise en œuvre d'un certain nombre d'instruments qui vont lui permettre à lui là-bas de vivre une situation bien meilleure que celle des API de l'Est. Je ne sais pas si vous avez connu les API de l'Est. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire que dans notre programme aussi, il existe un certain nombre d'instruments, tels que l'instrument que nous appelons l'instrument de financement, d'appui aux paysans, n'est-ce pas, par la technologie, n'est-ce pas, du crédit à la production, de permettre que nos producteurs dans le monde rural, eh bien, soient des gens qui soient beaucoup plus accompagnés, qui soient véritablement accompagnés, et qu'ils participent plus fortement à la production des richesses dans le pays. Ça, c'est, je crois, quelque chose d'absolument capital. L'autre chose qui réside aussi dans le foyisme, parce que le foyisme, il y a un volet, évidemment, moral, éthique, valeur, mais il y a également un volet productif. C'est aussi, si vous voulez... C'est peut-être ce volet-là qui a trouvé son chemin au Cameroun. Bah, écoutez... Ce volet productif-là, peut-être c'est lui que vous ne mettez pas assez en avant et vous avez les résultats que vous avez. Non, je ne pense pas, parce que si vous prenez la dernière campagne, par exemple, je peux vous dire que j'ai battu le pavé en faisant une forte communication autour de, comment on va dire ça, des outils qui devraient permettre aux paysans dans le monde rural d'être accompagnés pour produire plus. Cette démonstration a été faite dans de nombreuses communes où je suis passé. Mais je ne suis pas sûr que le problème se situe à ce niveau. Les paysans ont compris? Je crois qu'ils ont compris, pour l'essentiel, parce que je leur parlais même en patois, dans les dialectes locaux. Mais j'ai envie de vous dire qu'en ce qui concerne notre pays, il existe d'autres réalités, peut-être que vous, les journalistes de Yaoundé, vous ne connaissez pas toujours. C'est que, au fond, quand je vous dis qu'il y a une socialisation par le maquereau, par le biais de 5 000 francs et par ce que j'appelle tout simplement la corruption électorale, l'achat des consciences, c'est quelque chose qui malheureusement emporte souvent l'adhésion dans des contrées où les gens n'ont pas une culture politique suffisante, hein, et que, voyez-vous, de nos collègues politiques qui parfois arrivent à faire quelques résultats ça et là, c'est que c'est souvent des acteurs qui ont peut-être la chance de s'investir dans des localités où il y a un certain niveau de culture et d'éducation politique. Voilà, donc je ne vais pas citer de nom, mais si vous explorez un petit peu les quelques, encore que si vous regardez un peu les élections de 2019, vous constaterez qu'au fond, les résultats, le nombre de députés, par exemple, obtenus par l'opposition, eh bien, n'a rien à voir avec ce que l'opposition avait en 92. Vous comprenez? Il y a des partis qui, en 92, avaient des dizaines de députés, si vous prenez l'UNDP. Aujourd'hui... Peut-être c'est la pratique qui a fait que les séduits d'hier se détournent de l'opposition aujourd'hui. Peut-être en situation de pouvoir, l'opposition n'a pas fait mieux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce qui se passe au Cameroun, c'est que il y a des, comment on va dire ça, il y a des mécanismes extrêmement subtils, extrêmement structurels qui ont été établis. Je vous ai parlé du système du parti-État, qui est un mécanisme extrêmement hostile et très contraignant pour les acteurs d'opposition. C'est pas, d'abord, c'est même pas un mécanisme, j'ai envie de dire, fair play. C'est un mécanisme de tricherie en réalité. Parce que vous ne pouvez pas maintenir le système du parti-État dans un contexte de prétendu être de démocratisation. C'est-à-dire qu'en fait, le parti-État, en réalité, triche
en s'arrogeant un certain nombre d'avantages abusivement exorbitants pour orchestrer une compétition qui en réalité n'est pas du tout fair. Docteur, nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la seconde halte de cette édition d'À vous la parole. Nous sommes en compagnie du docteur Olivier Billet. C'est un enseignant, c'est un homme politique. C'est un homme aussi qui présente son modèle, le foyisme. C'est un homme de Dieu en plus. Tout de suite, la pub et on revient après pour la seconde partie de cette édition. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Il était 8 heures le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec, entre autres, le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé, en prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'1 an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Ayon, c'est sa marque commerciale, elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan. Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, il plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba
qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là dehors. Avec ma carte à Simba, tout est réglé. Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement, pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Retour sur le plateau d'À vous la parole. Je rappelle à ceux qui nous prennent à l'instant que nous recevons le docteur Olivier Billet, enseignant, homme politique et révérend pasteur ou serviteur de Dieu si vous le voulez. Oh, docteur. Je préfère corriger. Je préfère corriger. Vous avez tout de suite votre statut, vous êtes pasteur? Non, vraiment, vous savez, je ne suis pas pasteur. Je suis un croyant qui a beaucoup de respect pour la fonction ecclésiastique, n'est-ce pas? Et donc, je considère que ceux qui sont consacrés pour accomplir ce travail-là, c'est des personnes qui méritent que véritablement l'on les respecte et qu'il n'y ait pas d'usurpation de titre. J'en ai suffisamment comme ça. Pourquoi voilà. Ceux qui vous côtoient ont toujours tendance à vous présenter comme un guide, un leader, un pasteur Pourquoi ça revient toujours? Vous avez ces qualités-là? Non, peut-être. Vous savez, on est dans une société où dès que vous parlez un peu de Dieu, on a tendance à vous assimiler à un ecclésiastique, à un pasteur, à un prêtre, à un imam. Non, je crois que chacun dans la... comment on va dire ça, dans l'action pour la valorisation des valeurs de Dieu dans une société, chacun peut jouer son rôle de manière suffisamment efficace. Hein. On n'a pas besoin d'avoir tous la casquette n'est-ce pas, de prélat pour le faire. Non. Je pense que chacun à son niveau, médecin, un avocat, un enseignant, etc., peut à son niveau promouvoir le royaume de Dieu de manière suffisamment efficace. Et c'est même, je crois, la posture la plus efficace parce que, en réalité, c'est votre manière de faire au quotidien. C'est votre comportement au quotidien qui doit pouvoir inspirer les autres et les amener en réalité à considérer que si cet homme parle de Dieu et qu'il se comporte ainsi, ça veut dire que le Dieu qu'il sert, eh bien, mérite aussi que l'on s'intéresse à lui. Donc, je crois que moi, je suis pour cette forme d'évangélisation où, en réalité, n'importe quel citoyen croyant doit pouvoir agir de manière à pouvoir susciter un intérêt pour l'œuvre de la foi. Merci pour ces éclaircissements, docteur. Nous allons partir au téléphone parce que je rappelle que l'émission est interactive et tous ceux qui nous suivent peuvent désormais pouvoir exprimer leur avis en nous contactant au numéro qui se présente au petit écran. Alors, docteur, le tout premier message qui arrive tout de suite là. Bonsoir, monsieur Billet. Je suis admiratif de votre courage politique. L'État africain laïque calqué sur l'Occident a échoué et doit se refonder. Les bouleversements entraînés par le Covid-19 sont une aubaine. L'Africain est fondamentalement croyant et déiste. Monsieur Billet, parlez aux Africains avec des codes qu'ils comprennent.
qu'ils comprennent mieux. C'est M. Koundela qui vous envoie ce message, docteur. Monsieur Billet, ne mettez-vous pas votre femme journaliste en danger parce que vous êtes opposant. C'est Steve Bois à Loumier qui vous envoie ce message. Encore une fois, ce mot pour moi n'existe pas. Le mot qui existe, c'est le mot proposant. Je propose au peuple du Cameroun une alternative politique, une autre manière de voir le pays et de le porter vers des horizons de transformation positive. Donc, dès lors que j'agis ainsi, non, pas du tout, bien au contraire. Mon épouse est une professionnelle chevronnée qui accomplit son travail dans les règles de l'art et dans les règles de ce que moi-même j'enseigne, dans les facultés de communication. Et donc, il n'y a aucun souci à ce niveau. Quant au premier, oui, il a parfaitement raison. Il parle des codes selon lesquels vous vous adressez aux Africains. Peut-être c'est des codes qu'ils ont du mal à bien cerner. Bon, je ne sais pas de quel code il parle, mais ce qui est certain, c'est que moi, je sais tout simplement que, effectivement, l'Africain est par nature quelqu'un qui croit en Dieu, qui aime Dieu. Il est simplement question qu'il puisse bénéficier d'un leadership qui soit également ancré dans ce type de principe et de vision. Parce que le Cameroun souffre de ce que il n'est pas gouverné dans une logique qui célèbre les valeurs de Dieu. Le Cameroun, qui est un pays qui a été abondamment béni par Dieu, qui a été irrigué de richesses et de capacités de toute nature, est un pays où, de manière paradoxale, les gens souffrent alors qu'ils sont couchés sur des matelas de fortune. Mais ça, c'est précisément parce qu'il y a encore beaucoup trop d'injustice, beaucoup trop d'inégalités, beaucoup trop de méchanceté de la part même de ceux qui sont censés transformer le pays. Et donc, moi je le dis très clairement, c'est le jour où vous aurez au Cameroun un dirigeant dans les valeurs et les principes de Dieu que la transformation aura lieu, et les petites populations pour lesquelles moi je travaille, les gens d'en bas, qui souffrent, qui galèrent de manière considérable, sans raison, eh bien leur vie pourra connaître un destin meilleur. Docteur, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui vous fréquentent au quotidien, c'est là à qui vous dispensez le savoir, et nous avons essayé de recueillir leurs avis sur l'enseignant et l'homme que vous êtes. Suivez plutôt. Le docteur Olivier Billet est un enseignant pas comme tous les autres, c'est un père pour tout le monde. C'est un enseignant qui sait ce qu'il veut, ce qu'il cherche et qui, par sa détermination, essaye de transmettre ses connaissances à ses étudiants. Je dirais que c'est une personne assez ouverte en ce qui concerne les étudiants. Il est très amical avec les étudiants et il est assez simple, oui. Bon enseignant, personne sympa, c'est ce que je pense. Moi qui suis délégué de la salle de classe, et vous savez, ça permet d'avoir une certaine proximité avec les enseignants. Dr. Olivier Billet is a great politician that I admire. First, because of his stance on certain issues, as far as we talk about the France CFA, we know his position. We know also his position on the Pan-Africanism, and the fact that he is someone who loves God, someone who really wants to promote the ideals of the kingdom of God, even through politics. So I think it's a sympathetic somebody that is interesting. It's an interesting personality that when you are beside him, you get to learn. Mais l'image continue. Docteur, ce sont ceux à qui vous dispensez votre expertise. Oui, en effet. Bah écoutez, je crois que bon, mes étudiants, je considère, voyez-vous, l'enseignement comme une opportunité qui est donnée à quelqu'un qui possède un certain savoir de le transmettre à d'autres. Et donc, je ne considère pas l'enseignement comme, ou l'enseignant comme quelqu'un qui doit se comporter comme un dictateur, comme un acteur totalitaire qui est là pour écraser, mépriser les apprenants. Non, pas du tout.
Et ma satisfaction est toujours totale lorsque je réalise que mes étudiants ont intégré et bien assimilé ce que je leur ai enseigné. Maintenant, cela suppose aussi un certain comportement professionnel au quotidien avec eux. Évidemment, il leur appartient d'en juger, bien évidemment. Donc, ils se sont exprimés de manière totalement libre et je crois que cela est sans doute quelque part de nature à me donner satisfaction en me laissant penser que, eh bien, mes étudiants peut-être ont une certaine sympathie, une certaine affection à mon endroit. Docteur, pour revenir sur l'Union pour la fraternité et la prospérité, alors, vous avez eu, lors de l'échéance municipale précédente, eu la possibilité d'avoir une mairie sur Yabassi. Oui, avec le maire Mabouma, si je ne me trompe pas. Maboula. Maboula, exactement. Vous êtes plus précis que moi sur ce sujet. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Vous avez perdu la mairie. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec l'ancien maire? Oh, écoutez, on n'a plus de rapport du tout depuis longtemps. Vous savez, je préfère moi généralement sur des plateaux aborder des sujets qui édifient les Camerounais et non pas des sujets conflictuels qui, au fond, ne servent à personne. Comprenez? Je crois que la collaboration avec la mairie de Yabassi s'est faite sur la période, on va dire quoi, 2013-2019. Alors, il se trouve même que dans une certaine... La fin, n'est-ce pas, de cette mandature s'est passée dans un contexte où nous n'avions plus véritablement de rapport parce que... Quelle était la cause de votre désaccord? Tout avait pourtant si bien commencé. Bah, écoutez, tout avait très bien commencé, mais comme je vous l'ai dit, la socialisation des Camerounais à la politique est faite sur le principe que la politique est juste une arène de jongli-jongla. C'est juste une arène d'opportunisme et de, j'ai envie de dire, de comportement qui amène les acteurs à... L'opportuniste, c'était qui dans l'affaire? Oh, il me semble que... j'ai pas besoin de répondre à cette question. Si j'ai utilisé le mot, je ne l'aurais pas utilisé pour moi, vous imaginez bien. Donc, c'est une perte de temps, M. Mbarga, que de s'attarder sur cet épisode-là qui, pour moi, relève du passé. Docteur, pour nous, nos téléspectateurs qui nous suivent, ils estiment peut-être, et certainement que cet épisode-là est un fait marquant de l'histoire de la vie de votre parti politique. Vous avez été aux affaires et ça s'est très mal passé. Pourquoi devraient-ils vous refaire confiance, par exemple? Vous avez eu la chance de diriger une grande mairie à Yabassi. Ça s'est malheureusement terminé. Est-ce que vous pensez que... Non. Mais non. Écoutez, tous les Camerounais savent aujourd'hui que les logiques l'esprit de trahison, l'esprit de filouterie, l'esprit de girouette, hein, cet esprit d'opportunisme-là, qui caractérise la plupart des acteurs politiques camerounais, que c'est ce qui s'est passé entre l'UFP et la mairie de Yabassi. D'ailleurs, je crois qu'il a été lui-même l'objet de beaucoup de, comment on va dire ça, de reproches et de condamnations de la part de nombreux Camerounais qui n'ont pas hésité à parfois qualifier de traître, etc. Moi, je suis allé à la mairie de Yabassi parce que mon ami Charles Ateba Eyene, à un moment donné, me dit, voilà, il y a une localité là-bas où les gens sont en peine, sont en souffrance parce que ils subissent la direction d'un groupe politique avec des gens qui les méprisent, qui les écrasent et qui ne veulent pas que la localité progresse un tant soit peu. Est-ce que tu es d'accord pour investir un autre groupe, n'est-ce pas, au niveau de cette commune-là? Je lui ai dit tout de suite, oui, mon cher Charles, je ne souhaite que ça. Là où les Camerounais ont des difficultés et souffrent, si jamais je peux apporter ma part de soutien, je n'hésite pas un seul instant. Et donc, c'est ainsi que je les ai investis, mais je n'ai jamais été maire de Yabassi. Hein? Jacques Maboula a dirigé la commune de Yabassi de bout en bout sans que jamais je ne me mêle
de la gestion des affaires de cette mairie. D'ailleurs, vous n'avez pas demandé à Paul Biya d'aller se mêler de la gestion de la commune de Messamena, n'est-ce pas? Donc, moi je suis président de l'UFP, je ne suis pas le maire de quelque commune que ce soit. Et donc, ils ont géré leur commune comme ils ont pu. Il me semble d'ailleurs que dans la mandature, Yabassi a été un tout petit peu apaisé. Véritablement, on n'a plus entendu qu'il y a eu tel conflit, que telle autorité a giflé telle autre autorité, etc. L'UFP n'est pas comptable de ce mandat à la commune de Yabassi? L'UFP, je vous dis qu'encore une fois, l'UFP ne peut pas être comptable de la gestion d'un acteur qui lui gère librement. Je vous l'ai dit, encore une fois, le président Paul Biya n'est pas comptable de la gestion de la commune de Mokolo par le maire qui est RDPC. Est-ce que vous comprenez cela? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette corrélation m'amuse toujours un tout petit peu. Non, nous avons donné comment on va dire ça, notre onction. Nous avons investi l'équipe qui a géré la commune de Yabassi pendant cette mandature, mais nous n'avons jamais été véritablement, n'avons pas été mêlés au côté. S'il y a eu des malversations, s'il y a eu une bonne gestion, ce qui est certain, c'est que nous avons, au début surtout, nous avons mené quelques entretiens avec les conseillers municipaux de Yabassi pour leur expliquer l'esprit et la philosophie foyiste. Mais j'ai envie de vous dire que, chemin faisant, il s'est révélé que, l'esprit, la socialisation que j'évoquais des Camerounais à la politique montre que les gens sont essentiellement portés sur l'argent, la recherche du gain facile, rapide. Ils sont prêts à trahir à la moindre opportunité, à la moindre occasion. Ils sont prêts à se vendre au plus offrant, etc. Et c'est ça en réalité que nous avons vécu. Voyez-vous, moi j'espérais qu'avec les Yabassiens, ou tout au moins avec les acteurs politiques, UFP à Yabassi, on pouvait construire un tandem, quelque chose qui allait nous permettre d'étendre effectivement le réseau UFP sur l'ensemble du territoire, etc. Mais il s'est révélé que, je crois, le maire Maboula avait d'autres visées, il avait d'autres projets dans sa tête. Et il n'a pas manqué de trahir. Il paraît que la trahison, c'est, je pense, l'exercice le plus commun au Cameroun de la part des hommes politiques. Donc, si les gens ont été éduqués ainsi politiquement, moi j'ai reçu une autre forme d'éducation à la fois sociale et politique. Et donc, pour moi, la politique, c'est d'abord la fidélité à des principes, à des valeurs, à des amitiés, à des engagements. Et ça n'est pas autre chose que ça. Donc, sur mon chemin, si j'ai eu la malchance de rencontrer ce type d'acteur, je me réjouis simplement quand même d'avoir quand même pu apporter un peu de répit aux Yabassiens pendant cette mandature-là. Docteur, pour revenir à vous précisément, plus particulièrement, vous avez été candidat en 2011 avec toute la dynamique que vous portiez. Pourquoi n'avoir pas été candidat en 2018 pour aller toujours au bout de vos idées? Non, disons que pour être franc, j'avais commencé à me préparer pour l'élection de 2018, mais il faut simplement indiquer que nous n'étions pas suffisamment prêts. Nous n'étions pas prêts véritablement pour, je dirais, embrasser cette échéance-là. Et quand bien même j'aurais été candidat, vous avez bien vu ce qui s'est passé en 2018. J'ai même parfois l'habitude de dire à beaucoup de mes amis que je me réjouis de n'y avoir pas été. Parce que 2018 représente un vrai cauchemar pour les Camerounais. C'est un moment qui a travaillé à produire un tribalisme politique considérable. Et qui aujourd'hui, mais de manière peut-être plus, disons, dans un autre angle, si vous le voulez, j'ai envie de dire que on peut estimer aussi que Paul Biya, pour cette élection, était tellement déterminé à la gagner. Vous avez vu la force de l'expérience. Je crois qu'il y a un temps pour toute chose. Et il ne s'agit pas d'être candidat tout le temps pour être candidat. J'ai le sentiment personnel que le Seigneur n'a pas souhaité que j'aille à cette élection. Il n'a pas souhaité. Vous étiez et donc,
Vous étiez prêt à supporter la caution, par exemple? Bah, écoutez, la question comment on va dire ça, de la caution, oui, nous étions prêts à la supporter. Mais nous n'étions pas, je dirais, prêts de manière totale et de manière entière. Donc, la difficulté de cette élection, ce n'est pas seulement, vous savez, une élection, ce n'est pas seulement une question d'argent. Ce n'est pas seulement une question de dire qu'on est prêt par rapport à ceci ou par rapport à cela. C'est que pour un acteur qui opère d'une certaine manière, il y a un certain nombre d'indices qui devraient vous amener à réaliser que vous n'êtes pas... Il n'est pas souhaitable que vous alliez à cette élection-là, que vous n'êtes pas suffisamment préparé pour y aller. Et donc, c'est sans doute ce qui s'est passé dans notre cas. Je considère que le bon moment arrive. Ok, certainement le bon moment arrivera pour vous, docteur. Nous allons évoluer dans cette édition d'À vous la parole. Nous allons vous demander de prendre votre souffle, parce que vous aurez bientôt à répondre à l'exercice qui est celui des visages. Nous allons vous présenter des visages d'acteurs connus et pas très connus de la société, qu'elle soit camerounaise ou du monde. Et nous allons vous demander d'émettre une opinion brève, succincte sur ces visages. Et nous vous proposons en fin de jeu de pouvoir vous étendre plus amplement sur le dernier visage. Alors, si tout est calé au niveau de la réalisation, nous allons commencer avec le tout premier visage. Madame Chantal. Ah, Chantal Biya. Bah écoutez, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que ce que j'en pense? Oui, c'est que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Bah écoutez, c'est une sœur, c'est une petite sœur qui a beaucoup de cœur et qui accomplit un travail intéressant sur le plan social au niveau du Cameroun et dont la présence a sans doute contribué à revitaliser le président Paul Biya. On ne peut que s'en réjouir pour les Camerounais. Merci, docteur. Nous rappelons que c'est un des mots très brefs que vous exprimez votre opinion sur les visages que nous présentons. Nous continuons avec le second visage. Ok. Ah, Kwame Nkrumah. Ah oui, l'Osagiefo, c'est le... Comment on va dire cela? Le panafricanisme incarné, en tout cas au niveau africain. C'est, je dirais, une excellente vision formulée et un rêve qui reste à accomplir pour l'ensemble des Africains. Le prochain visage. Alors, Franklin Delano Roosevelt. Oui, Franklin Delano Roosevelt, oui, c'est le New Deal, le père du New Deal, celui qui a permis aux États-Unis d'Amérique, après 4 mandats, alors même qu'il était sur fauteuil roulant, de se positionner sur je dirais, cette chaise, hein, ce fauteuil, n'est-ce pas, d'État pilier, d'État leader du monde. Hein. Il a permis, n'est-ce pas, à travers les politiques keynésiennes de plein emploi, il a mis tous les Américains au travail. Tous les Américains au travail, et il a fait des États-Unis d'Amérique ce qu'ils sont aujourd'hui, de manière fondamentale. Il a posé les bases de ça. Docteur, de façon très brève. Très brève. Très brève. Voilà. Le prochain visage. Sosten Fouda. Sosten Fouda. Un acteur politique du Cameroun qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il a un petit peu disparu des écrans radars, je crois. Le prochain visage. Mongo Betty, oui. L'écrivain engagé. C'est un amour total pour le Cameroun. C'est une détermination pour son pays. C'est une vie très très longue en exil en France,
un retour tardif sur le Cameroun, mais c'est quelqu'un qui est demeuré, j'ai envie de dire, un amoureux de la libération du Cameroun dans l'âme. Nous avançons. Le Mpodol Ruben Umniobe, c'est le nationalisme et la libération totale, l'autodétermination pleine et entière du Cameroun. C'est aussi un sens du sacrifice absolument sans pareil pour lui et pour l'ensemble de ses camarades, héros et martyrs. C'est un combat qu'il faut honorer en le perpétuant. Et cette figure m'amène à dire aux Camerounais de rester focalisés sur les objectifs que cet homme voulait pour le pays, qui devrait de nature à les amener à savoir discerner entre les hommes politiques qui opèrent sur la place du Cameroun, pour être capable d'identifier ceux-là qui sont dans la trajectoire et dans la tradition Umniobe et ceux-là qui sont dans la trajectoire qui lui étaient opposés et qui pour l'essentiel sont pour la perpétuation du néocolonialisme au Cameroun et en Afrique. Prochain visage. Jacques Chirac. L'un des derniers grands leaders du monde, et en particulier de son pays, la France. Leader charismatique. J'ai beaucoup aimé le charisme de cet homme. Il était certain que ses positions relativement à l'Afrique ne sont pas ceux sur quoi je mets l'accent, mais simplement j'ai vu en Jacques Chirac, quand j'étais étudiant en France, un homme totalement engagé pour j'ai envie de dire, le rayonnement de son pays, la France, pour la grandeur de la France. Un grand président. Nous avançons. Alors, ici, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, alors il est un petit peu de profil, donc voilà. C'est, je crois, un savant. L'un des savants africains parmi les plus éminents. Qui a publié des livres considérablement inspirants. Je crois que la pensée de cet homme mérite véritablement d'être réveillée et propagée de manière plus massive en Afrique et dans le monde. Nous avançons. Ah là là, monsieur le ministre, Ange Michel Angwing, un grand homme, un politique ouvert, un homme politique qui est pétri d'esprit de fraternité et qui, je crois, a fait un passage très intéressant hein, au ministère de la fonction publique. Un frère, un frère du village comme on dit. Mais vraiment, je dirais que c'est davantage la grande ouverture d'esprit de l'homme qui me marque et qui me séduit. Le prochain visage. Ah, le doyen, sénateur René Zengele, c'est un acteur politique qui a beaucoup travaillé pour le Cameroun. Il a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup de bonnes choses. Je crois qu'il a travaillé à faire émerger beaucoup de figures dans la région de l'Est. On ne lui a pas toujours été reconnaissant pour cela. Mais bon, quand vous faites du bien, c'est pas nécessairement parce que vous en attendez en retour. Prochain visage. Ah, Charles. Charles Ndongo, directeur général de la CRTV aujourd'hui. Nos relations sont anciennes. Nous avons toujours eu de très bons rapports. Je crois que c'est une destinée naturelle de devenir
patron de la CRTV, j'ai un journaliste, alors lui, il faut dire journaliste de grand talent, très grand journaliste. C'est véritablement quelqu'un qui a inspiré des générations et des générations. Il mérite la place qui est la sienne aujourd'hui. Nous avançons avec les visages. Richard Bona. Docteur, s'il vous plaît. Oui. La particularité de ces visages, Richard Bona, qui est le dernier, c'est que vous... Ah, c'est le dernier? Oui, c'est le dernier. Vous pouvez plus amplement vous exprimer à son sujet. Et nous, on a pensé vous poser une question à ce sujet. N'est-ce pas? Oui. Je vous vois venir. Non, nous avons tout simplement essayé de savoir quelle est votre pensée sur ces artistes qui prennent position sur l'espace politique. Vous, les politiques, vous ne vous sentez pas menacés par exemple? Pourquoi menacés? Non, ce sont des citoyens camerounais. D'abord, ils ont le droit de s'exprimer sur leur pays. Je pense que, puisqu'on a dit que démocratie, il ne faut pas que cette démocratie demeure biaisée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il faut qu'elle soit pleinement réelle, je veux dire. Donc, Bona, c'est d'abord pour moi un artiste de très haut vol, de niveau... quelqu'un qui, évidemment, à l'international, a travaillé avec les meilleurs. C'est un artiste qui a également un potentiel intellectuel considérable, n'est-ce pas? C'est quelqu'un que j'aime écouter de manière tout à fait particulière aussi. C'est un artiste qui a eu des soucis avec sa nationalité camerounaise. Sans doute, oui. Sans doute à cause de ses positions. Vous savez que nous sommes dans un environnement que j'ai bien qualifié tout à l'heure de pseudo-démocratique. Et donc, il y a encore comme cela des gens comme Achille Mbembe qui a aussi eu maille à partir avec, comment on va dire ça, l'État du Cameroun. Alors même que c'est des gens qui, peut-être, n'ont fait qu'exprimer des opinions, n'est-ce pas? Soit dans l'arène sociale, soit dans l'arène artistique, soit dans l'arène académique. Et donc, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est bon que chacun s'exprime. Et si Bona n'est pas d'accord avec la nature du régime actuel de Yaoundé, s'il estime que ce régime n'est pas de nature à apporter aux Camerounais le bien-être qu'ils sont en droit d'attendre, il me semble que Bona a parfaitement la liberté de le dire et de l'exprimer. Docteur, pour conclure sur cette question, est-il normal que ces artistes qui prennent la parole publiquement excellent dans ce Cameroun bashing permanent? Toujours donner une opinion excessive parfois de la réalité qui est celle de son pays. Est-ce que c'est là où on les attend vraiment? Est-ce que l'artiste international qu'il est ne pourrait servir d'autres causes plus utiles et peut-être plus productives à son pays? Mais pourquoi estimez-vous que ce qu'il dit n'est pas utile? Ce qu'il dit est utile. Tout ce qu'on... Je veux dire, l'utilité, qui la détermine? Évidemment, ce qu'il dit, vu sous le prisme de quelqu'un qui est un promoteur, un soutien du régime, forcément, il le verra comme une menace. Mais pour quelqu'un qui fait une analyse différente, il verra ça comme une contribution à l'ouverture des yeux des Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi qui suis quelqu'un qui propose une voie différente, un chemin alternatif pour un Cameroun qui peut être, qui doit être une référence en Afrique et dans le monde. N'oubliez pas que le Cameroun, c'est quand même un pays qui, comment on va dire cela, a à peu près, je dirais, la même composition qu'un pays comme la Malaisie. Vous connaissez la situation actuelle pour conclure sur de la Malaisie. Donc, voilà, donc nous n'aurons pas du sujet principal. Je veux simplement dire, pour finir sur Richard Bona, que eh bien, c'est un artiste de grande qualité qui a également montré que sur le plan des opinions, peut avoir des opinions de très grande qualité, des opinions qui sont courageuses, des opinions qui sont argumentées,
et qu'il ne se contente pas de dire voilà, que tout va mal. Non, il explique ce qui ne va pas et il me semble que chacun, y compris Richard Bona, est dans son rôle. Merci docteur de vous être prêté au jeu des visages sur À vous la parole. Alors docteur, nous allons entrer sur un thème qui vous est particulièrement cher, qui est celui de la monnaie. C'est un sujet sur lequel vous êtes exprimé à moult reprises. Alors, qu'est-ce qui peut justifier l'intérêt que vous avez pour cette thématique, la monnaie? Et pourquoi elle vous inspire tant? D'où vient cette passion pour cette thématique de la monnaie? Oui. Écoutez, cette passion me vient d'abord de ce que... après mon séjour européen, j'ai constaté que la plupart des hommes politiques de là-bas, ces nations avancées, eh bien, ont des compétences, souvent certaines, les leaders en tout cas, ont des compétences certaines en matière économique. Les questions fiscales, les questions industrielles, les questions monétaires, les questions budgétaires, etc. Tous les hommes politiques sérieux que j'ai vus là-bas, qui n'étaient pas forcément toujours des économistes, étaient rarement même souvent des économistes, c'est des gens qui étaient souvent calés sur ces questions-là. Et je me suis rendu compte aussi d'une deuxième chose, qui est que, voyez-vous, le pays connaît une réalité de misère et de pauvreté extrême, une réalité de sous-emploi massif. C'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à aller faire de la politique, parce que j'ai voulu aller à la politique pour résoudre les problèmes. Et je me suis rendu compte qu'au fond, la politique politicienne ne résout pas le problème, parce qu'on peut même vous donner le pouvoir, après vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'êtes pas capable d'apporter des solutions aux gens, et les gens vont vous vouer aux gémonies après. Les populations vont vous chasser même de ce pouvoir après. Docteur, et donc... Est-ce que vous pensez que la monnaie seule suffit pour libérer... Attendez, je vous explique. Je vous explique que j'ai estimé que il était indispensable pour moi de comprendre, de mobiliser les éléments les plus essentiels qui permettent de changer le destin d'un pays. Et j'ai considéré que, c'est vrai, l'appareil de production ne peut pas tout expliquer, le système économique ne peut pas tout expliquer, en fait tout ne repose pas sur les compétences économiques de l'État. Il existe d'autres paramètres qui sont tout aussi essentiels, n'est-ce pas? Le système de santé, le système infrastructurel, l'art de gouverner. L'art de gouverner un pays, c'est aussi un déterminant important de la bonne santé d'un État. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si l'économie est importante pour un pays, parce que c'est elle qui donne les leviers nécessaires à un gouvernement pour accomplir les transformations nécessaires, les infrastructures nécessaires, le système de santé nécessaire, je dirais, toute la base sociale repose essentiellement sur la bonne santé économique du pays. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un élément essentiel qui permet de régler l'économie. Et cet élément essentiel et fondamental s'appelle la monnaie. C'est par le réglage monétaire que l'économie peut connaître l'expansion ou peut se trouver dans une situation de dépression. Docteur, et donc, je termine peut-être si vous le permettez, sur ce point. Dans ma trajectoire, dans mon itinéraire politique, j'ai donc eu effectivement la chance de rencontrer un intellectuel parmi les plus chevronnés, que malheureusement vous n'avez pas signalé ici, parmi les photos présentées. Joseph Tundian-Poemi m'a permis sur le plan intellectuel et scientifique de découvrir à quel point la monnaie est au cœur de la transformation des sociétés, à quel point est-ce qu'elle a contribué à l'éclosion du capitalisme et de la civilisation occidentale. Et je me suis dit, tiens, avec toutes ces belles idées, ces belles théories développées par Tundian-Poemi dans le domaine monétaire, je peux m'en approprier pour les appliquer dans mon pays, le Cameroun, et sur mon continent, l'Afrique. Voilà. Docteur, que pensez-vous de l'écho ouest-africain et du fantasme Afrique au niveau de l'Afrique centrale?
D'abord, l'écho en Afrique de l'Ouest, en UEMOA, et puis l'Afrique, c'est la perpétuation du système néocolonial français. C'est la perpétuation même de ce que les Mongobeti, les Tunjan Pouemi, les Oumniobe, les Osende Afana avaient combattu en leur temps. C'est un second souffle qui est donné en fait au franc CFA. C'est une autre manière de nommer le franc CFA, au fond. Voyez-vous? Et donc, c'est une affaire qui nous installe dans une dynamique qui permet au système france-africain de connaître un souffle nouveau, de se perpétuer. Et si, évidemment, les Camerounais, les Africains ne se lèvent pas, n'ouvrent pas les yeux pour dire non à cette affaire, ils vont se retrouver de nouveau plongés dans les affres du sous-emploi, avec toutes les crises qui apparaissent désormais, sécuritaires, sanitaires, économiques, etc. On va se retrouver dans des situations extrêmement difficiles dans les années qui viennent, si jamais le sursaut salutaire n'est pas accompli. Mais je crois que les Africains ont depuis longtemps commencé à comprendre, et le mouvement pour l'émancipation et l'intégration monétaire de l'Afrique que je dirige, que je crée, est précisément cette arche qui a pour mission d'accomplir l'émancipation des pays africains sur ce plan de la monnaie. Docteur, en une minute, vous estimez que la zone CEMAC n'a pas besoin de l'Afrique, n'a pas besoin de sa propre monnaie? Mais je vous dis encore une fois que Afrique, c'est une autre manière d'appeler franc CFA qui prévalait en CEMAC à l'époque. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Ils ont introduit quelques réformettes de surface pour faire illusion, mais ils ont retiré par exemple un dispositif qui était scandaleux, sur lequel nous avons tous crié, le dispositif qui imposait à nos, comment on va dire ça, à nos États de déposer 50% de leurs réserves de change au niveau du Trésor français par exemple. Vous imaginez ça? Que des pays supposés être souverains et indépendants sont obligés de déposer 50% de leurs réserves de change, non pas dans la banque centrale, mais au niveau du trésor dans notre pays. Mais scandale de scandale. Je dis scandale de scandale. Ça, je veux dire que tout le monde a vu ça à travers le monde. Les gens ont commencé à... Alors, donc, et ça, ils ont dit qu'ils le faisaient sous le prétexte d'un concept qui est le concept de garantie. Garantie monétaire. Est-ce que vous savez, M. Mbarga, que le concept de garantie monétaire qui a été invoqué par les Français sur le franc CFA est un contexte, en fait, est une sorte d'escroquerie intellectuelle. Parce que la garantie, la notion de garantie n'existe plus en matière monétaire depuis, on va dire, depuis bientôt un siècle. On ne garantit plus l'émission monétaire. Eux, ils fabriquent le franc CFA pour vous. Ils vous disent que il faut que, bon, vous allez vous bénéficier d'une parité fixe, et que pour que vous bénéficiez de cette parité fixe, de je ne sais pas trop quel autre avantage, eh bien, ils ont opéré une sorte de garantie pour vous, et que pour cela, vous devez déposer 50% de vos réserves de change chez eux. Donc, il s'agit en réalité, vraiment, je vous le dis, je crois que c'est un temps aussi où, au fond, je crois que Dieu veut libérer les Africains. Mais pour que les Africains soient libérés, il faut qu'ils jouent, ils produisent leur part dans cette opération de libération. Docteur, nous tirons tout doucement vers la conclusion de cette émission. À vous la parole. La tradition voudrait ici que l'invité que nous recevons, la personnalité que nous recevons, puisse en une minute passer un message en langue maternelle à ceux qui le regardent à travers le petit écran. Alors, pourquoi en langue maternelle? Parce que nous, à Info TV, nous promouvons de vivre ensemble. C'est une marque de fabrique de notre maison. Nous sommes un média de proximité et nous promouvons le vivre ensemble. Nous essayons de promouvoir la culture camerounaise au travers de ces langues. Mais si vous parlez dans votre langue, ça veut dire que vous promouvez le repli identitaire? Non, pas forcément, docteur. Il faudrait peut-être demander à vos invités de parler dans une langue qui n'est pas la leur. Je vous laisse la latitude de ce choix. Écoutez, moi je ne suis pas celui qui fait l'émission, mais je faisais simplement une observation. Vous pouvez souscrire à ce désir, docteur. Non, mais écoutez, bon, me barabi beza, me tiene bien
Mabulba de mitare, Mose val, les awar, Info TV, Mabulana bichi, Guak Sadjez, Mungachi ouais, le sujet base, ça m'a évoqué ouais, Mabulana Mouriez, Chiguag sa samgati, et Mabultana, Muri Wez, Tabuk Titeli. Ne kan lami ya ne chende mais shuna lami ga chende ga ifona zambe yak sankuli sango bulu kamune bang mampude binga bulu yugo mulu ga na nya coronavirus ne sai ne biazi mais mobugla na zambe yanga yesonkuli shuna tiki chende ga e mobugla na mimbu minga za shwage c'est bana lama Cameroun yebe lami mobulu chende mais je ne la métier il faut ça ne baiser fort baiser je ne la mongi tendek ne kere zambe mais ne m'chie ja degne bible num bana bugay hein bi ne buga et bi num na nkulinye ne binga wa à contribution et shuna isaï bagam poge. Merci docteur, c'est un message qui est certainement adressé à une région que vous connaissez bien, la région de l'Est. Suppose. Je me suis arrimé à vos standards pour le moment. Merci. La prochaine fois, si le standard a changé, peut-être que je parlerai en Fulfulde ou en Ewondo. Tenez. Merci, docteur, d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette édition d'À vous la parole. Et nous espérons, autant que faire se peut, pouvoir toujours bénéficier de votre présence quand vous êtes sollicité sur les différents plateaux d'Info TV. Je crois qu'il y a lieu de vous dire merci à vous aussi pour les efforts que vous avez consentis pour ce programme. Merci de m'avoir invité. Je continuerai, parce que ce n'est pas la première fois, je continuerai à me rendre disponible pour votre antenne et à y apporter les opinions qui sont à la fois les opinions de l'UFP, les opinions de MEMA et, pourquoi pas, les opinions personnelles de votre humble serviteur. Merci docteur. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs fidèles et toujours très nombreux d'À vous la parole, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Tout en vous donnant rendez-vous pour mardi prochain, nous vous invitons à sortir couverts, à respecter les mesures barrières parce que la pandémie du coronavirus est toujours présente parmi nous. Alors, restez chez vous, sortez couverts et surtout, essayez d'être vigilants, de ne pas faire tout ce qui n'est pas permis par la loi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bien le bonsoir.